Merci de partager la vidéo, s'il vous plaît. Bonsoir à toutes bonsoir à toutes et à tous. Donc voilà, nous allons bientôt démarrer notre émission. Aujourd'hui, donc comme vous le savez, nous recevons M. Mahili Gassama pour une deuxième fois. Donc, Mahili Gassama, il fut le ministre de la Culture du Sénégal. Donc 1986-89. Donc aujourd'hui, nous allons l'avoir comme invité. Bien sûr, on va parler, aborder d'autres questions. Donc, ça sera, il va nous parler de ses réalisations. Et aussi, voilà, il va aussi nous parler, on va parler de l'Afrique, bien sûr. Donc, des questions qui concernent l'actualité africaine aussi. Donc, sans plus tarder, nous allons essayer d'entrer en contact avec notre invité. Voilà, donc je vous prie de partager la vidéo, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur Balamoussa Soumano, pour les encouragements. Allô? Allô? Oui, grand-père. Ça va, alhamdoulilah. Voilà, donc j'espère que vous êtes prêts là. D'accord, d'accord. Donc restez avec moi. Voilà, donc très chers internautes, comme je vous l'avais dit, donc aujourd'hui nous recevons M. Mahili Gassama à nouveau. Voilà, donc comme invité. Donc aujourd'hui, voilà, comme vous le savez, donc on l'avait invité il y a 2 semaines, voire 3 semaines de cela. Il nous avait tout simplement parlé de ses parcours et autres. Mais par contre, aujourd'hui, nous allons l'avoir, voilà, à travers d'autres thèmes différents voilà, du thème précédent. Donc aujourd'hui, on va parler de ses réalisations, mais aussi des questions qui concernent l'Afrique en général et l'actualité africaine. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer en contact avec notre cher invité. Donc, il s'agit de M. Mahili Gassama qui est actuellement en ligne avec nous. Bonsoir, M. Mahili Gassama. Bonsoir. Voilà, donc, comme vous le savez aujourd'hui, donc vous êtes notre invité pour une deuxième fois encore. Donc, nous sommes vraiment ravis de vous avoir aujourd'hui comme invité, encore une fois. Donc, comme vous le savez, nous allons aujourd'hui parler d'autres sujets différents du sujet de notre première émission, bien sûr. Donc, je vous laisse saluer notre cher internaute avant d'entrer dans le vif du sujet, bien sûr. Alors, donc, je salue tous tes auditeurs. Je les salue. Et puis, il faut qu'on sache une chose, c'est que ça ne m'agace pas, ça ne m'ennuie pas de vous parler, de répondre à vos invitations. Merci beaucoup. Parce que la jeunesse a besoin d'écouter, a besoin d'agir. Et beaucoup agir, mais pour agir, il faut écouter aussi, il faut apprendre, il faut savoir, connaître les erreurs du passé, connaître aussi les réussites du passé. Et à partir de là, ce qu'on appelle des racines, c'est à partir de là qu'on peut construire l'avenir. Donc c'est pourquoi, à mon âge, plus de 70 ans, si des jeunes comme vous m'appelaient, n'est-ce pas, pour encore leur parler de ma vie ou de la vie des autres, tout à fait, de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai vu. Oui. Ah mais ça, je ne peux pas dire non. Oui, tout à fait. Non, donc vraiment, je vous remercie. C'est nous qui vous remercions d'avoir répondu. À tout cela, oui. Merci beaucoup. En tout cas, c'est nous qui vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Alors, sans plus tarder, M. Mahili Gassama, donc nous n'allons pas cette fois-ci parler de votre parcours comme l'avait fait la fois dernière, mais tout simplement, on a juste besoin de savoir de vous poser quelques questions d'abord, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de 2 thèmes. Le premier thème, donc, nous allons parler de vos réalisations, bien sûr, et dans la seconde partie, nous allons parler de l'Afrique. Alors, pour la première question, vous avez en fait créé les centres
de lecture d'animation culturelle qu'on appelle la CLAC. Un projet que le journal satirique français avait jugé important et pertinent. Donc, dites-nous comment il est né. Qu'est-ce qu'il est devenu depuis sa création en 1986? Oui, le projet s'appelle le CLAC, c'est-à-dire Centre de lecture et d'animation culturelle. Ça a été mis en place en 1985 par la francophonie, l'agence de coopération culturelle et technique de la francophonie. Oui. À ce moment-là, l'Organisation internationale de la francophonie n'existait pas. Mais il s'agit d'une agence qui était à l'époque extrêmement dynamique, beaucoup plus dynamique et plus sérieuse que la francophonie d'aujourd'hui. Ouais, ça n'a absolument rien à voir parce que c'est technique. Ça n'a absolument rien à voir avec la francophonie politique et qui ne nous conduit nulle part d'ailleurs, nulle part. Et qui a piétiné presque la plupart des grands programmes de l'agence de coopération culturelle et technique. Voilà. Donc là, c'est le centre d'études et le centre de lecture et d'animation culturelle CLAC a été créé donc en 1985. D'accord, 1985. L'idée est simple, hein? L'idée est simple. L'origine est très simple. Ça vient de Marsassoum. Marsassoum. Oui, ça vient de Marsassoum. C'est curieux, mais ça vient de Marsassoum. D'accord, et comment? Quand j'étais à Marsassoum, j'étais à l'école primaire. Vous connaissez mon père. Mon père était un grand érudit de l'islam. Tout à fait. Et un grand poète, un grand écrivain. D'après, parce que moi je ne suis pas arabophone, mais d'après les oulémas du Sénégal et les oulémas des pays arabes. C'était un grand poète et un grand écrivain. Donc il passait tout son temps à écrire. Je ne l'ai jamais vu sans la plume. S'il n'a pas la plume, il est en train de lire. S'il n'est pas en train de lire, il est en train de prier. Mais toujours entouré de livres. Et quand il prie, c'est les livres qu'il pousse par-ci par-là pour avoir de la place et faire sa prière. D'accord. Il était quotidiennement dans les livres. Donc, nous aussi, nous baignons dans ces livres-là, mais seulement nous ne sommes pas des arabophones, on n'a pas une maîtrise de la langue arabe. Oui. Bon, donc, il nous a donné le goût de la lecture. D'accord. Sans pour autant avoir l'occasion de lire. Et nous avons été donc à l'école française. Et il y a des livres. Et le seul livre qui était à notre portée, c'était un gros dictionnaire, Larousse, qui se trouvait sur la table du directeur de l'école. D'accord, oui. C'est le seul livre. Donc, on avait besoin d'ouvrage. Tout à fait. Alors, mes amis et moi, c'est-à-dire Mahili qui a été, mon homonyme Mahili qui a été inspecteur des impôts. Inspecteur des domaines. Oui. Et aussi conservateur des domaines de Dakar. Tout à fait. La région de Dakar. Oui. Et Sankoundramé. Oui. Sankoundramé est un garçon extrêmement brillant. Extrêmement brillant et qui a écouté ses études pour venir en aide à ses parents. Oui. N'est-ce pas? Donc il a enseigné, il était instructeur. Alors on allait au marché. Oui. Rechercher les emballages. Les emballages de marchandises. Oui. Ces emballages-là, généralement, c'était constitué de journaux. Oui. Et particulièrement Paris-Dakar. Paris-Dakar. Le journal Paris-Dakar. Oui. Le journal Paris-Dakar. Oui, tout à fait. N'est-ce pas? Voilà. Donc, c'était Paris-Dakar. D'accord. On prenait ces emballages, on découpait les articles, et ces articles, on en faisait un livre. Voilà, chacun fait, on met des paquets, et puis après, on les coud. On les coud et ça fait un livre. Et c'est ça qu'on lisait, on relisait des articles de journaux. Des articles de journaux. Oui. Donc ça veut dire que, alors, ce manque d'ouvrage, dans un village, un gros village comme Marsassoum, ça m'avait beaucoup frappé et ça m'a choqué. Et je crois que je suis resté avec ce choc. Et je suis resté avec ce choc. Et même quand j'étais conseiller culturel du président Senghor, je lui en avais parlé un jour et je lui ai dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose pour la diffusion du livre au Sénégal. Oui. Donc, effectivement, Senghor a beaucoup fait aussi pour la diffusion du livre au Sénégal, mais
tout ça, ça ne me suffisait pas. Parce que la diffusion du livre, ce n'est pas dans les capitales. Je veux que ce soit plutôt dans les villages. Mais comment le faire? Je ne sais pas, à l'époque. Mais c'est une idée qui est restée en moi jusqu'à mon arrivée à la tête de la direction générale de la culture, n'est-ce pas, de l'agence de coopération culturelle et technique. Et là, j'avais un budget consistant. Oui. Un budget de livres consistant. Et d'ailleurs, j'ai eu pas mal de problèmes avec mes collègues, parce qu'il y avait avec mes collaborateurs, mes collègues à l'époque. Parce que j'avais tout fait pour écarter un peu le programme réel, le programme officiel de la direction générale de la culture, et essayer d'orienter un peu, n'est-ce pas, ce budget de la culture à autre chose. D'accord. Par exemple, à la création justement des claques. Des claques. Voilà comment les claques sont nées. D'accord. C'est comme ça que ce n'est pas les pays qui sont venus qui ont dit nous voulons les claques. Nous voulons des centres de lecture. C'est moi-même. C'est vous-même qui avez pensé à cette idée. À Mûri, oui. Dans un embouteillage. J'ai quitté chez moi à Paris. Ok. J'étais à Noisiel, c'est assez loin de mon bureau, à environ une quarantaine de kilomètres. Oui. Donc ce jour-là, il y a eu un embouteillage énorme à cause des accidents, à cause d'un accident. Donc j'étais derrière un véhicule, un gros camion, mais sur une pente. Donc mon frein à main, il fallait le tenir. Il fallait utiliser le frein à main, autrement la voiture risquait de reculer, étant donné qu'on était sur une pente. Alors, et j'avais peur justement de ce camion-là, je pensais à ce camion, et tout d'un coup je vois écrit sur le camion Bibliobus. Ok. Ah, mais je me suis mis à rêver encore à mon histoire de livre. Mais pourquoi ne pas avoir des bibliobus pour Marsassoum, on crée un bibliobus, Marsassoum et ses environs, qui viendront se servir là-bas. Alors, donc, c'est comme ça que Claque est né. Arrivé au bureau, je me suis enfermé. Ce jour-là, j'ai annulé tous les rendez-vous et je me suis mis à penser au projet. D'accord. Mais le bibliobus, quelques semaines d'après, je me suis rendu compte qu'avec le bibliobus, on risque, le chauffeur par exemple, risque d'usager du camion, risque de transformer ce camion-là en camion de transport en commun. Comment? Donc j'ai pensé à ça, j'ai dit ça c'est un problème. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour pouvoir... Alors c'est comme ça que j'ai imaginé une claque installée dans un village, un gros village, et qui a des villages satellites. Un village environ de 300 habitants, et qui a des satellites. Donc ainsi, ce village-là et le village satellite vont s'approvisionner dans les claques. Et c'est comme ça, c'est pourquoi les claques sont restées des projets ruraux. D'accord. Voilà, c'est pas, en principe, c'est pas dans les grandes villes. Et puis là aussi, j'ai pas voulu que ce soit dans les grandes villes. Pourquoi? D'abord, parce que d'abord, je veux servir les villages. Les villages, comme celui où je me trouvais, c'est-à-dire Marsassoum. Marsassoum, tout à fait. Voilà. Alors donc, il y a ça, il y a ce besoin. Mais il y a autre chose aussi. C'est que j'ai peur de me heurter à la France. Pardon? J'avais peur de me heurter à la politique française du livre de la France. D'accord. Parce que la France avait des librairies, des bibliothèques plutôt, dans tous les grands centres, c'est-à-dire dans les capitales, dans les grandes villes de l'Afrique francophone. D'accord. Alors, ce serait une concurrence. Je voulais éviter ça aussi. Alors, pour rassurer les Français, parce que je sais que les Français, vous savez, jusqu'à présent, ce qu'ils ne veulent pas n'existera pas chez nous. Et ça, c'est une autre idée, une autre question encore de notre liberté, parce que nous ne sommes pas libres. On n'a jamais été libres. Alors, donc, il fallait éviter cela, parce qu'autrement, si la France est contre mon projet, c'est foutu. En fait, voilà. Alors que nous sommes plus de 40 pays dans la francophonie. Mais la France qui sont en Afrique, si elle est contre mon projet, le projet ne marcherait pas. Tout à fait. Ça nous permet d'ailleurs de rebondir sur la deuxième question, parce qu'à travers notre première émission, vous nous aviez fait savoir l'implication du Canada dans ce projet. Selon vous, leurs implications est-elle vraiment importante? Oui. Effectivement, alors, vous savez, moi aussi, j'étais faible. J'étais très faible, je ne suis qu'un petit directeur général d'une institution internationale qui est financée particulièrement par le Nord, mais non pas par le Sud.
par les autres pays puissants, non pas par mon pays. Oui. Donc il y a cette faiblesse-là. Mais la deuxième faiblesse, c'est que s'il y a un pays en Afrique francophone qui obéit à la France, c'est bien le Sénégal. Donc il y a ce problème aussi. Donc il y avait des tas de problèmes. Donc ce que j'avais dit, j'ai dit, bon, ce que je vais faire est très simple. Je vais faire comme si le projet venait de nos pays. Oui. Voilà, comme si ça venait de nos pays. Et j'ai fait un papier pour parler du projet et envoyer à tous nos pays membres en Afrique, au Sud du Sahara. C'est-à-dire les pays, même pas seulement en Afrique, hein, mais même au Vietnam et ailleurs. Oui, et puis dans les îles aussi, dans les Caraïbes. Oui. J'ai envoyé ça dans les Caraïbes aussi. Tout à fait. Alors, pour leur demander leur avis sur un projet de ce genre. Tous, tant qu'ils sont, sauf le Sénégal, tous ont répondu que le projet est excellent. Tous, tant qu'ils sont, sauf le Sénégal. Parce que le Sénégal a peur justement de cette histoire de cohabitation avec la politique française du livre. Ils ont peur de ça. Alors, la personne qui était en ce moment à la direction générale des livres a dit net. D'accord. C'est pas la peine, la France est là déjà, on a une bonne politique de livre. Je ne sais pas pourquoi on va créer encore une autre politique qui n'a rien à voir avec ce que la France faisait et qui est financée par la France. D'accord. Voilà. Le projet a été refusé. C'est en ce moment-là que je me suis dit que la chose est sérieuse. Il vaut mieux que j'ai des soutiens. Tout à fait. Et c'est comme ça que j'ai inventé une mission au Canada. D'accord. Je suis allé au Canada, j'ai rencontré les autorités, particulièrement au Québec. D'accord, vous êtes déplacé au Canada. J'ai reçu par Mme Bacon. Mme Bacon était la vice-première ministre du Québec. Donc j'étais reçu par elle, je lui ai exposé mon projet. Elle était enthousiaste, vraiment enthousiaste. Et je lui ai dit, voilà, et donc il fallait que je rencontre l'ensemble des ministres compétents, dont le ministre des Affaires étrangères. Alors, et c'est en ce moment-là qu'on m'a dit, mais nous avons ici une politique du livre aussi. Mais c'est uniquement à l'intérieur de Québec. Oui. C'est-à-dire la ville de Québec. Oui. N'est-ce pas? Ils ont organisé. Alors, il faut aussi voir cette expérience-là. Effectivement, on m'a mis en contact avec le directeur. J'ai eu ce projet qui était pas mal du tout et qui fait partie de mon projet d'ailleurs. D'accord. En partie, c'est pas mon projet intégral et énorme, mais en partie, ça fait partie de mon projet. J'ai dit, voilà quelque chose que voilà ce que je voulais. Donc, comme ça, que j'ai pu impliquer le Canada là-dedans. D'accord. Et le directeur de ce projet-là au Canada, j'ai demandé au gouvernement de me permettre de l'engager et comme responsable, comme expert du projet, n'est-ce pas, pour l'installation du projet dans les villages. Oui. Est-ce que je peux me servir de cet homme-là? Il m'a dit, oui, il n'y a pas de problème, on va voir tout ça. Donc, ça aussi, ça m'a été accordé. Et cet homme-là s'appelle Sauvageau. Sauvageau était un expert excellent du livre. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, malgré la retraite, c'est lui qui s'occupe encore de la politique du livre au Québec. Il est canadien. Tellement il est compétent. Tellement il est compétent. D'accord. Voilà. Alors, donc, c'est comme ça que le Canada, finalement, est venu au projet. Au projet, d'accord. Très bien. Mais il a dit, c'est une lutte. Il faut lutter. Les jeunes qui me... Mais il a dit, c'est une lutte. Quand vous avez un idéal, il faut... comme l'autre là, comment il s'appelle Ahmed Kourouma. Ahmed Kourouma, oui. Quand vous mordez, il faut couper. C'est ce que disent les Mandingues. Quand tu mords, il faut couper. Tout à fait. Si tu ne peux pas couper, ne mords pas, parce que si tu mords, tu vas faire mal. Ne mords pas, mais si tu mords, il faut couper. Voilà. Absolument, tout à fait. Voilà. Alors, merci d'avoir répondu à cette question. Alors, l'implication du Canada, donc nous constatons que l'implication du Canada à travers ce projet a été vraiment importante. Alors, pour passer... Tout à fait, absolument. C'est primordial parce que c'est pourquoi d'ailleurs à tel point que les gens ont cru que c'était le projet du Canada. Tout à fait. Alors là, pour passer à la troisième question, donc voilà, donc comment votre projet a été accueilli par votre entourage à l'époque, en fait, au Sénégal, parce que nous, ça sous-entend que, oui, allez-y. Au Sénégal, ils ont refusé, ils ont fini par suivre les autres, mais ils ont refusé. Ils ont refusé le projet. Drôle de chose,
c'est que la conférence générale qui devait entériner le projet s'est tenue cette année-là au Sénégal. Ah oui, au Sénégal. D'accord. Alors je crois qu'avec l'aide des Canadiens et tout ça, on a essayé de convaincre le gouvernement. Surtout qu'à l'époque, vraiment, pour agir, c'est pas facile. C'est pas comme aujourd'hui. Et la chance que l'homme politique d'aujourd'hui a, on ne l'avait pas avant. Aujourd'hui, on peut agir. Vraiment, on peut agir si l'on veut agir. Oui. Ouais. Si l'on veut, c'est nommé ministre qui a un poste important, un poste de directeur, une grande direction générale, ou bien un poste de ministre qui peut agir. Avant, c'est très difficile. C'est très pour arracher une action au gouvernement, à l'État, au président, c'est pas facile. À l'époque, c'était qui le ministre de la Culture du Sénégal? Pardon? À l'époque, c'était qui le ministre de la Culture du Sénégal? C'était Abdou Diouf qui était président de la République au Sénégal. Non, c'est pas le ministre, c'est pas le ministre qui décidait. Vous savez très bien que c'est pas le ministre qui décidait. Oui, tout à fait. C'est difficile. Même je parle du ministre. Que le ministre, pour travailler, c'est pas facile. C'est pas facile, on ne te laisse pas travailler. Tout à fait. Tu attends l'ordre. On te donne, tu fais. C'est fini, tu attends. Quand on te donne encore l'ordre, tu fais. Voilà. Mais c'est très difficile. Parce que tout l'ordre vient de là-bas. Si tu prends des décisions, ils vont prendre une contre-décision. Alors là, c'est compliqué. Tout à fait. Tout ça aussi, c'est à examiner plus tard. Et moi, d'ailleurs, je crois que je ferai un ouvrage. Là, je suis travaillant en un ouvrage. Je réserve un chapitre à ces choses-là. Qui ont retardé le Sénégal. L'industrialisation du Sénégal, le travail concret au Sénégal, ça a retardé. Nous avons eu des ministres qui sont partis inaperçus, mais qui étaient des hommes d'excellence, qui n'ont pas pu travailler, qui n'osent pas travailler. Ah oui, mais ça, c'est un problème qui se pose, mais on ne parle jamais. Un jour, il faut bien qu'on en parle. Voilà, que tous ces gens-là qui passent comme ministres, n'est-ce pas, bidons, et qui sortent sans rien n'avoir fait, mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas capables. Alors ça aussi, c'est une question. Il y a de grands débats au Sénégal qu'on n'a pas encore entamés. De grands débats. Voilà. D'accord, très bien. Voilà. Alors maintenant, pour ce qui est de mon entourage à l'agence de coopération culturelle et technique, tout le monde est d'accord avec moi, verbalement comme ça, quand je suis là, mais tout le monde était contre. Il n'y a pas une seule personne à l'époque à l'agence de coopération culturelle et technique qui soit pour mon projet. Et pourquoi ils étaient tous contre? Mais parce que d'abord, vous avez remarqué cela, les organisations internationales généralement, en dehors de la FAO, et de je ne sais pas quoi, mais ils n'aiment pas le milieu rural. Il y a dit quelqu'un d'une organisation internationale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, un grand fonctionnaire de cette organisation, arrivé au Sénégal et qui va dans un village comme Mantiri, qui se trouve à côté de Marsassoum, et qui va séjourner là-bas pour réaliser un projet. Mais jamais. Oui. C'était dans les grands hôtels. Tout à fait. Tu restes dans les grands hôtels jusqu'à ton départ et tu prends l'avion et tu retournes à Paris. Ah oui. Mais si c'est pour aller dans des villages, dans des camions, et dans des machines, dans des voitures qui ne sont pas sûres, sur des goudrons, sur des routes en latérite, à jamais, dans la poussière, non, ils n'en veulent pas. D'accord. Parce que tout simplement... Alors, donc, ils étaient tous contre. Ils étaient contre, et un d'ailleurs, quand j'ai voulu faire ça au Bénin, j'avais un Béninois qui avait énormément de respect pour moi. Il est décédé, que son âme soit en paix. Oui. C'est Béninois qui avait beaucoup de respect pourtant pour moi. Et que d'autres, plus âgés que moi, mais il était sous ma direction. Et c'est Baba Kake qui me l'avait confié, qui est venu un jour me le confier. Et lui et moi, on était devenus des amis. Mais il avait énormément de respect pour moi. Mais lui, il était contre. Il est allé jusqu'à écrire à Kérékou, Mathieu Kérékou, pour lui dire le projet de M. Gassama, il ne peut pas l'accepter. En Bénin. Si vous l'acceptez, c'est l'impérialisme culturel. D'accord. Il veut tout simplement, avec la France, vous inonder des ouvrages européens. Voilà, des ouvrages occidentaux.
occidentaux, n'est-ce pas, pour comment dirais-je, aliéner les enfants. Voilà, alors, donc, moi, c'est ce qui me l'a dit, c'est pas par des intermédiaires, c'est Kérékou lui-même qui me l'a dit quand je l'ai rencontré pour lui demander d'accepter le projet. Il m'a dit, mais M. Gassama, quand je lui ai parlé du projet, je ne savais pas que le projet était comme ça. Je dis pas que tel m'a écrit. Voici ce qu'il m'a dit. Ah, donc il m'a raconté tout ça. Ah oui, Kérékou. D'accord. Il m'a dit, votre projet, je l'accepte. On va l'installer ici et je vous promets une chose. C'est moi qui vais inaugurer le premier claque. Personnellement. Ça, il l'a fait. Hein? Il l'a inauguré, effectivement. Voilà. Oui, parce que je vois que donc, finalement, alors, ça a été dur. Hein? Alors, je suis allé devant la conférence générale. Mais ils ont fait du lobbying, n'est-ce pas, auprès des délégués de la conférence générale, auprès des gouvernements. Oui. Pour que le projet ne fasse pas. Je suis allé encore au Canada. J'ai essayé de monter les Canadiens. Le Canada, le Nouveau-Brunswick, hein? Le Québec, mais aussi le Canada fédéral. Le Canada fédéral. Le Nouveau-Brunswick. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Le gouvernement du Québec. Ils m'ont réellement soutenu. Ce sont eux qui, au cours de la conférence générale, m'ont soutenu. J'avais oublié un détail. Un détail qui m'avait... Bon, parce que dans les claques, il faut qu'il y ait de la lumière. La lumière, tout à fait. Oui, mais ça voilà, quand je faisais mon projet, et cet aspect de la lumière, je ne l'avais pas. Je ne me suis pas inclus. En pleine conférence, un des adversaires du projet lève la main pour dire, mais ouais, mais alors votre projet, mais donc les enfants vont travailler jusqu'à quelle heure, et puis là-bas, la lumière, comment vous allez faire? Il y aura l'audiovisuel et autres, mais avec quoi? Parce qu'il n'y a pas le courant. Et quand il disait ça, mais j'étais tellement... Alors j'ai vu, il y avait le ministre qui était dire les choses. Mon regard, je ne sais pas pourquoi mon regard s'est porté à un endroit où se trouvait assis le ministre, le ministre canadien. Oui. Ah, mais alors, mais je ne l'ai pas regardé pour autre chose, hein, pour ça. Non, je ne l'ai pas regardé pour ça. C'est-à-dire, je l'ai vu tout de suite. Pour répondre à la question, je l'ai vu. J'ai dit, mais il n'y a pas de problème. J'ai dit, le Canada est là. Il faut bien nous installer de l'électricité. Alors, c'est comme ça que le ministre a pris la parole. Nous sommes prêts à installer l'électricité partout. Partout. C'est-à-dire le solaire. Oui. Photovoltaïque. Oui, les panneaux photovoltaïques, oui. Installés partout. Tous les claques. Et ce qu'ils ont fait. À l'époque, donc, c'est comme ça. Donc, ils avaient installé des panneaux photovoltaïques dans tous les claques, quoi. Oui, dans tous les claques qui existaient, les premiers claques ont reçu ça avant qu'il n'y ait de l'électricité dans le village. Alors, et pourquoi c'était au Bénin que les premiers claques ont été implantés? Parce qu'avec l'adversité, et parce que d'abord les claques, pour faire passer devant les Africains, les présidents, les délégués africains, les ministres africains, j'étais obligé de les affecter un budget de 300 000 francs français. Ce qui n'est rien du tout. Mais quand ils ont vu le budget après tout, bon, écoutez, laissez-le, et quelqu'un l'a dit, c'est le mec, mais laissez-le expérimenter parce que le budget c'est 300, ça ne nous coûte pas cher, c'est 300 000 euros. C'est 300 000 francs français à l'époque. 300 000 francs français à l'époque. Alors, donc je dis que ça ne coûte rien du tout. Et ça, j'ai fait exprès. Bon, donc, nous avons une orthodoxie budgétaire extraordinaire. C'est-à-dire que dans l'année, la première année, on ne dépassera pas 300 000 francs français. Oui. Mais aujourd'hui, tu sais, les claques sont à combien? C'est des dizaines de millions. Des dizaines de millions d'euros aujourd'hui. Et notamment, actuellement, c'est qui gère ce projet? Mais il se gère toujours par l'agence de coopération culturelle technique qui est devenue attendez, l'autre c'est OIF, ils sont tellement pédos. Ces chefs d'État, ils ont fait n'importe quoi. Nos chefs d'État, ce sont des secteurs. Alors, actuellement, c'est AIF, Agence intergouvernementale de la francophonie. De la francophonie. Donc, ce sont eux qui gèrent le projet de intergouvernementale de la francophonie. L'autre maintenant, qui prennent toutes ces activités, s'appelle, qu'ils ont créé après, là où le président Abdou a été secrétaire général,
qui s'appelle Organisation internationale de la francophonie. Oui. C'est ça qu'il ne fallait pas créer. Et Senghor a tout fait pour qu'on crée cette organisation-là. Et c'est ça qu'il ne fallait pas créer. Il fallait rester avec l'AIF. D'accord. Et pourquoi? Voilà. Oui, mais parce que c'est politisé. C'est politisé, il ne faut rien. Il ne raconte que des histoires quand il parle, par exemple, des langues, le développement de nos langues et ça qui parle. C'est des histoires. Ils n'ont rien fait. Il ne faut rien. D'accord. Voilà, c'est des histoires. Non, il ne faut rien. Ce qu'ils font, c'est rien du tout. C'est saupoudrer les projets. Ils les saupoudrent comme ça. C'est rien du tout. C'est rien. D'accord. Mais alors, l'organisation-là s'appelait aussi au Sénégal et ailleurs, dans les villages. Même dans les villages, les gens connaissaient l'organisation. L'AIF, là, l'agence de coopération culturelle technique, on l'appelait à l'époque AGECOP. D'accord. AGECOP parce qu'il y avait une revue qui s'appelle AGECOP. Oui. Et cette revue-là était un peu partout en Afrique. Dans les villages, un peu partout. Tout ça, ils les ont supprimés. Non, tout ce qu'il faut faire, je ne sais pas. Ça aussi, c'est une autre histoire. Donc là, voilà. Finalement, le projet a été politisé. C'est pour dire que les choses ne sont pas faciles dans nos pays, en Afrique francophone. Oui. Je ne parle pas de l'Afrique lusophone, je ne parle pas de l'Afrique anglophone. Même si eux, ils font des bêtises et autres, eux qui ont fait les bêtises, personne d'autre ne les a poussés à faire des bêtises, ils ont fait les bêtises eux-mêmes. Mais nous c'est autre chose. Alors, moi, je trouve que si on doit faire du mal, que ce soit nous-mêmes qui ayons fait ce mal-là, mais pas d'autres, à notre place. Nous ne sommes pas poussés à faire le mal. Ce que nous avons fait en âme et conscience. Parce que là, le repentir est possible. La repentance est possible. Voilà. D'accord. Voilà la situation. D'accord, très bien. Alors, dites-nous, voilà, parce que, voilà, donc je pense qu'on est actuellement à 30 minutes depuis le démarrage de cette émission. Alors voilà, là, on ne peut pas être très long aujourd'hui. Hein, oui, tout à fait, On essaie tout simplement d'abréger. Oui. Nos jeunes auditeurs, ils ont beaucoup plus de choses nous sommes samedi. Oui, tout à fait. Donc, vous qui venez de nous suivre, donc, notamment, on était en train de parler tout simplement des réalisations de M. Mahili Gassama avant de passer. Est-ce que vous me permettez de vous donner quelques chiffres là? Allez-y. Vous savez qu'il y a quelques années, ces chiffres-là ne sont pas récents. Hein? C'est des chiffres d'il y a 56 ans. Mais il y a plus de 300 centres de lecture et d'animation culturelle en Afrique et dans les Caraïbes. Plus de 300. Dans plus de 22 pays. Dans plus de 20 pays, c'est-à-dire aujourd'hui, ça va être 27, même plus. 27 pays. Alors, la visite, il y a quelques années, il y a quelques 3 ans, 6 ans, je crois, la visite des CLAC, c'était 3 600 000 personnes, 3 600 000 visiteurs par an. Ah ouais? 3 600 000 visiteurs par an. Et chaque bibliothèque chaque bibliothèque de CLAC contenait environ 3 000 titres. Sauf les bibliothèques du Sénégal, parce que de toute façon, les Sénégalais, ils n'ont pas voulu s'occuper sérieusement de leur CLAC. C'est maintenant que le président commence à s'occuper des CLAC. Le président Macky Sall a choisi à Marsassoum. Oui, pourtant à Marsassoum. Il a construit d'ailleurs un CLAC là-bas. Oui, à Marsassoum, il me semble que. Grâce à l'aide du gouvernement. Grâce à l'aide du gouvernement, ils sont en train de construire là-bas. Oui, c'est ça que j'allais dire, parce qu'à Marsassoum, ils sont en train de construire. C'est déjà un progrès. Mais dans les CLAC, dans les lieux où j'étais aux Comores il y a quelque temps, et aux Comores, l'ouverture des CLAC des Comores, on m'a invité à l'ouverture des CLAC des Comores, mais il y a eu au moins 3 000 titres. 3 000 titres. D'accord. Ouais. Et il y a maintenant des supports numériques. D'accord. Hein? Il y a des supports numériques qui sont extrêmement importants. Il y a le cinéma, n'est-ce pas, pour les enseignants, pour les opérateurs de développement. Hein? Il suffit, alors, si vous voulez avoir des renseignements précis sur les CLAC, mettez dans Google, vous mettez CLAC, C-L-A-C, CLAC francophonie. CLAC francophonie, dans Google, vous allez voir. Alors là, vous avez des informations, hein? Beaucoup d'informations là-dessus. D'accord. Voilà. Très bien. Merci beaucoup en tout cas. Voilà, donc. Il y a les bibliothèques numériques, c'est plus de 1 million de référents. De référents, en ligne. Oui. Tout à fait. Oui, 1 million. Donc 650 000 livres, n'est-ce pas, que vous pouvez visiter, lire. Voilà. Des journaux, des revues, des documents, etc.
etc. Ouais, c'est dire que ce projet a été d'une importance capitale parce que nous qui vous parlons aujourd'hui, à l'époque... Mais le Sénégal, ils ne sont pas bien occupés de cette histoire. Oui, malheureusement. Alors qu'ailleurs, vraiment, les gens se rencontrent là-bas, au village, les vieux, les jeunes peuvent se rencontrer autour des projections à des projections de films. Oui. Ils se rencontrent là-bas, ils suivent des projections de films sur l'agriculture, sur, je ne sais pas, sur des questions sociales, par exemple, ainsi de suite. Voilà. Des questions qui concernent vraiment, qui interpellent le village. Oui. Parce qu'à l'époque... Et puis après, c'est suivi de débats entre les vieux et les jeunes. Mais chez nous, ici, ça ne se fait nulle part. Et les claques au Sénégal, moi, quand j'étais ministre, parce qu'immédiatement après la mise en place des claques, et c'est dommage, j'ai quitté pour venir occuper un portefeuille ministériel au Sénégal. Ça a été une grosse erreur. Alors, quand je suis arrivé, comme il y avait la résistance, j'ai tenu quand même qu'il y ait quelques claques. J'ai demandé l'installation d'un claque non loin de Dakar, à Thiès, un autre à Kaolack, je crois, si je ne me trompe pas, et un autre à Marsassoum. À Marsassoum. D'accord. C'était après à Sédhiou parce qu'il y avait quelqu'un d'assez dynamique, vous le connaissez, comme encore Baramoussa Dafé. Baramoussa Dafé, oui. Un grand amoureux de Sédhiou, quelqu'un qui vraiment a beaucoup fait pour ce patelin. Alors, il nous a suivis. C'est à cause de Baramoussa Dafé, il y a eu un crack à Sédhiou qui, normalement, n'aurait pas dû l'avoir parce que ce n'est pas un village. D'accord. C'est son amour pour Sédhiou, c'est pour cela qu'il a demandé que Sédhiou aussi ait son claque, quoi. Voilà. Alors, pour ce qui est des prêts des livres, les prêts des livres, il y a quelques années, c'était à plus de 1 million de prêts par an. De prêts par an. Plus d'1 million de prêts par an. Voilà. D'accord. Très bien. En tout cas, merci de nous avoir fait savoir tout ça avec les chiffres que vous nous avez vraiment fait comprendre tout à l'heure par rapport à la réalisation du CLAC qui a été quand même d'une réussite énorme. Et aussi, je peux dire que ça fait quand même un succès énorme aussi parce que nous qui vous parlons aujourd'hui, à l'époque, je me rappelle, on partait tout simplement à travers le CLAC de Marsassoum pour aller nous ressourcer et lire des livres là-bas. Donc heureusement, c'est vous qui quand même ce salut on vous le doit, quoi. Donc avant de passer à au deuxième thème de notre émission, donc j'ai une question pour vous. Vous êtes aussi créateur et animateur de l'émission littéraire Le Regard de la radio-télévision sénégalaise. Quel était le but de cette émission? Oui. En fait, il y avait avant, ça c'est... il y avait avant des Antillais, qui faisaient des émissions, des Antillais comme... le nom m'échappe encore, voilà. Qui faisaient des émissions à la télévision. Oui. Et il y avait Joseph Zobel qui faisait une émission, un livre par semaine. Un livre par semaine, oui. Mais à la radio. À la radio, il y avait les deux radios, il n'y a que deux radios à l'époque. Quand tu touches là-bas, tout le Sénégal sait que tu as touché, voilà. Parce qu'il n'y avait que deux radios. Deux radios, c'était pas de faire partie d'une communication. Oui. C'est répandre une nouvelle. Parce qu'une fois que c'est dit, tout le monde écoute. Voilà. Et il y avait les deux radios, nationales et internationales. Et ça, son émission, c'était dans les deux radios nationales et internationales. Et Joseph Zobel a quitté, il est parti. Après, je crois qu'il a écrit pour dire qu'il aurait souhaité que l'émission soit confiée, je ne sais pas, à un autre entier ou en français, je ne sais pas. Toujours est-il que Annette Mbaye Dernetil, oui. Les gens connaissent peu, mais qui est une femme battante, qui a énormément fait pour la culture au Sénégal. Et que les gens, vous savez, on est dans un... Bon, c'est terrible, hein, mais une femme battante. Il doit avoir aujourd'hui plus de 90 ans. Cette femme-là,
qui est une personne très nationaliste. Très nationaliste. Il m'appelle, parce qu'il me connaît un peu, il connaît mon tempérament et tout. Il m'appelle et j'arrive à son bureau. Il me dit, tu sais, Maïli, je t'ai appelé pour cette émission de Jobel. Je voulais souhaiter que tu prennes l'émission. Je dis, ah non, je ne peux pas, parce que j'ai mes recherches à faire, je ne peux pas. Je me suis mis à parler. M'a écouté. Puis après, il me dit, tu sais, Marie, moi, je suis très peiné. Je suis très peiné. C'est un défi à relever. Oui. Il faut que tu relèves ce défi-là. Je lui ai dit, quel défi? Alors, il m'a raconté. Il m'a dit, tu sais, le président Senghor a dit qu'il va confier cette émission à quelqu'un d'autre. Et pour cela, il a écrit à Jovel pour lui demander des conseils. Hein? Vous pouvez le faire. Vous avez des professeurs ici, vous avez tout au Sénégal. Et toi, tu es une critique qui est connue parti par là. Mais qu'est-ce qui t'attend pour faire cette émission-là? Et surtout que je venais de faire, je venais de publier Kouma. Kouma, oui. Il ne peut pas être auteur de Kouma, il ne va pas pouvoir faire cette émission. D'accord. Il ne peut pas accepter de faire cette émission. Alors, donc, c'est comme ça. Moi aussi, il a touché une fibre, voilà, sûre à moi. Donc, j'ai accepté. Donc, dans ce cas, j'ai relevé le défi. Et c'est comme ça que j'ai pris l'émission. Moi, je ne suis pas journaliste, hein, mais beaucoup de Sénégalais croient que j'ai été journaliste. Non, je ne suis pas journaliste, je n'ai jamais été à une école de journalisme. En fait, c'est ça qui m'a un peu intrigué, voilà, parce que, voilà, étant donné que vous n'étiez pas journaliste, voilà. Alors, cette émission, ça a eu du succès. Parce que j'avais ma manière de faire aussi, hein, qui n'est pas la manière de faire de Jobel. Oui. Donc, on n'a pas de la même sensibilité. Bon, alors, donc, l'émission a eu beaucoup de succès. C'est comme ça que Pathé Gueye-Fall, qui était directeur de la télévision à l'époque. Oui. C'est là aussi un nationaliste qui est extraordinaire. Qui a dit non, mais ici à la télévision là vient d'ouvrir, et c'est la nouvelle télévision. Il n'y a que des expatriés qui font des émissions ici. Ils ont leur émission de poésie. Ça, ça ne va pas. Je veux une émission littéraire. Qui ressemble vraiment pour l'ensemble de la création artistique et littéraire du Sénégal. Et c'est lui, contrairement à ce que les gens racontent, en disant que Senghor m'a demandé de faire l'émission. Non, Senghor ne m'a pas demandé. Senghor a beaucoup aimé l'émission après parce qu'il suivait l'émission. Et il m'a invité à lui accorder une interview dans l'émission et je l'ai fait. D'accord. Donc, ce n'est pas lui qui m'a poussé à le faire, c'est Pathé Gueye-Fall. Fatou Gueye-Sarr. Voilà, qui m'a poussé à faire l'émission. D'accord. J'ai accepté de faire l'émission et j'ai donné le titre de Regard. Regard, oui. Oui, Regard. D'accord. Donc, c'est pour ça que j'ai créé l'émission. Et pourquoi Regard? Et Pathé Gueye a tout fait aussi pour que je sois présent au conseil audiovisuel. D'accord. Et quand le fait, ce conseil audiovisuel, j'étais présent effectivement, finalement, j'étais membre du conseil audiovisuel. Et c'est là où j'ai fait la proposition suivante. Je leur ai dit, écoutez, les journaux qui passent, de la population du Sénégal, 90% à l'époque étaient analphabètes. Comment se fait que toutes les informations politiques et sociales sont données, et culturelles, sont données en langue française et non pas dans les autres langues aussi pour que les gens sachent exactement ce qui se passe. Ce qu'on est en train de faire et ce qu'on ne veut pas faire. Oui. Alors ils m'ont dit, oui, mais comment on va faire ça? Parce que on a cette langue, à l'époque on avait cette langue nationale. J'ai dit, oui, nous avons cette langue, il y a combien de jours? Ils m'ont dit 7. J'ai dit, il y a combien de jours dans la semaine? Ils m'ont dit 7. Donner un jour à chacun. Ouais. Il fait un journal en langue nationale. Oui. Dans une des langues. Et c'est comme ça que cette émission-là aussi est créée. Hein. D'accord. Et qui est là encore jusqu'à présent. D'accord. Oui, voilà, l'émission d'ailleurs, oui. De ce que j'ai fait, La mission... Je le dis parce qu'on ne peut pas dire tout ce qu'on a fait. Parce que, vous savez pourquoi? Parce que quand on a un poste, on fait là-bas l'officiel, de normal, mais ça, je ne sais pas parce que c'est là qui a fait. Non, ça doit être fait. Que tu
sois là, que tu ne sois pas là, ça doit être vrai. Oui. Mais il s'agit de parler de quelque chose qui n'aurait pas été fait sur toi, Effectivement. en tant qu'individu, avec sa sensibilité, avec son niveau culturel, avec sa sensibilité, etc., avec ses sentiments pour le pays. Dis, toi, tu n'étais pas là, tu ne serais pas fait, donc il faut pas. Parce que les claques n'auraient pas été faites par un enfant de Bassabou qui a souffert de l'absence de livres dans son village. Jamais les claques n'auraient vu le jour. Oui. Voilà. Donc ça, je peux dire que je l'ai fait. Donc je ne vais pas vous parler de ma manière de diriger les directions qu'on m'a données ou bien celles qu'on m'a données. Ça ne sert à rien du tout parce que tout le monde a fait ce que moi. Voilà. D'accord, très bien, parfait. Alors, voilà, c'est dire que donc, effectivement, donc, cette émission, en fait, vous l'avez créée, mais tout simplement, c'était pas Senghor qui vous avait poussé à le faire, donc c'était pas lui qui vous... Voilà. Donc, c'était la directrice de la télévision sénégalaise alors. Effectivement, c'est ça. Alors, très bien. Alors, chers internautes, vous qui nous suivez, donc, retenez que nous sommes avec M. Mahili Gassama, donc, ancien ministre de la Culture du Sénégal de 1986 à 1989. Alors, là, nous allons passer au deuxième thème de notre sujet aujourd'hui. Donc, nous allons parler de l'Afrique. Alors, en tant que panafricaniste, M. Mahili Gassama, vous êtes un panafricaniste hors pair. Donc, vous êtes le coordonnateur de l'ouvrage intitulé « L'Afrique répond à Sarkozy ». Comment est née l'idée d'écrire un tel livre? Oui, mais c'est à cause de... C'est tout simplement le discours de Sarkozy, parce que s'il n'était pas ce qu'il était, je n'aurais pas demandé à faire le livre. Ouais, mais ce n'est pas un discours qu'il fallait venir tenir chez nous ici, et qu'il soit applaudi par tout le gouvernement, et qu'on ne dise rien. Et qu'on ne dise rien. Parce que, vous savez, nous avons une situation dans le monde qui n'est pas enviable. Or, il faut qu'on agisse de manière que nous puissions être fiers d'être ce que nous sommes partout où nous sommes. C'est pas de ça encore. On est loin de ça. Or, tant qu'on n'aura pas ça, on ne va pas faciliter non plus la vie, n'est-ce pas, aux gens de la diaspora. Les nègres qui se trouvent aux États-Unis, les nègres qui se trouvent en Europe, les nègres qui se trouvent dans les pays arabes. Tant que nous ne sommes pas sérieux ici, on ne s'impose pas au monde. On a la possibilité de nous imposer au monde parce que nous avons la liberté. Une liberté que nous ne pouvons pas utiliser. Nous avons ça. Donc tant qu'on ne fera pas ça, et que finalement, notre gestion de nos pays, la gestion de nos pays, elle sera enviée par l'extérieur, applaudie par l'extérieur, ou quand elle parviendra à s'imposer à l'extérieur, et que ça poussera l'extérieur à avoir une coopération juste, équitable, entre nous, en ce moment-là, le nègre, où qu'il soit, sera respecté. Mais tant que nous ferons ce que nous sommes en train de faire, comme si nous étions sur une scène de théâtre, tant que nous ferons ce que nous sommes en train de faire, le nègre ne sera pas respecté dans le monde. On continuera toujours à prendre le pistolet et par plaisir à boire un nègre dans un café en Europe ou en Amérique, à le voir sortir d'un café, à le voir sortir d'un restaurant, à le voir sortir d'un cinéma et de le tirer sur lui à bout portant comme on tire sur un lapin. Ça continuera. Ça continuera. Or, il faut que cela cesse. Pour que cela cesse, nous devons avoir notre personnalité devant le monde. Et cette personnalité, nous refusons de la construire. Voilà le problème de l'Afrique. Nous refusons de construire cette personnalité. Mais voyez tout ce qui se passe en Afrique. Regardez tout simplement comment on court après le fauteuil présidentiel. C'est l'histoire de 3e mandat. D'accord, on va revenir sur ça. Il y en a qui sont là-bas, au Congo, je ne sais pas où encore, au Cameroun. Plus de 30 années de pouvoir à la tête de l'État. Comme s'il n'y a pas un autre fils du pays. Mais écoutez, mais vraiment, nous sommes des plaisantiens. Mais le monde n'est pas comme ça. Le monde n'est pas comme ça. Enfin. Tout à fait. Alors, il y a à réfléchir. À réfléchir. Il y a à réfléchir. Il y a beaucoup de choses à faire.
Mais je crois que tu as dû lire le dernier article qui vient de sortir, que je viens de sortir sur intitulé Aux racines du mal francophone. Aux racines du mal francophone, oui, oui, vous me l'avez envoyé hier. Je l'ai lu, oui. Le quotidien témoin d'aujourd'hui, hier. Voilà. Hier, vous me l'avez envoyé, je l'ai lu, oui. Ah oui. Alors, c'est publié par le quotidien témoin, il faut vous l'avoir, hein, parce que c'est, comme il y a la fête, donc le journal est encore dans les kiosques. Oui. Il n'y a pas de nouvelles parutions. Les gens peuvent l'avoir. Il faut lire ça, tout ce que j'ai dit de tout ça. Cherchez-vous là-dedans. Tout à fait. L'histoire de Faidherbe, des gens qui pleurent. Parce qu'on veut descendre, on veut déboulonner la statue de Faidherbe. Les Sénégalais qui pleurent pour ça. Hein? Oui, l'esclavage, c'est ce que ça fait. Effectivement. Parce qu'on prend, vous savez, on a eu 4 siècles d'esclavage. 4 siècles d'esclavage. Sans interruption. 3 siècles au Sénégal, 3 siècles de colonisation, sans interruption. Mais l'être qui va sortir de ça, qu'est-ce qu'il va devenir? Pourquoi il peut être un homme libre? Il va avoir peur de la liberté. Nous avons peur de la liberté. Nous avons peur de la liberté que nous avons acquise dans les années 60. On en a peur. Cela d'ailleurs nous permet de rebondir sur une deuxième question, parce que vous avez aussi intitulé un ouvrage. Je vous renvoie à cet article-là pour ne pas tarder devant votre écran. Oui. Je vous renvoie à cet article qui vient de sortir avant-hier. D'accord, pas de souci. D'ailleurs, moi-même, je vais essayer de partager ça au maximum. Alors, vous avez aussi... il faut partager ça, parce que vous l'avez. Oui, tout à fait. Oui, vous me l'avez envoyé hier. Comme ce qu'il faut partager, c'est surtout le machin. Je vais vous envoyer, vous me rappelez, je vais vous envoyer la version électronique. Électronique, d'accord, il n'y a pas de problème. La version électronique, c'est beaucoup plus clair. Vous pouvez envoyer ça. Comme ça, je vais essayer de partager ça. Vous le demanderont. D'accord. Voilà. Alors, vous avez aussi écrit... Non, j'aurais bien souhaité qu'ils lisent ça, et pour qu'il y ait un débat là-dessus. D'accord, il n'y a pas de souci. Il y aura des débats, c'est sûr. Ça, c'est sûr, ouais. Parce que le nombre de téléphones, de coups de fil que j'ai reçus, c'est énorme, depuis l'apparition de l'article. Oui, tout à fait. Alors, vous avez aussi écrit un ouvrage intitulé 50 ans après, quelle indépendance pour l'Afrique? Donc, cela sous-entend que l'Afrique n'est toujours pas indépendante, c'est ça? Non, elle n'est pas indépendante. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? C'est compliqué. C'est-à-dire, ici, vous lisez l'article, c'est une très bonne chose. Vous verrez les raisons de notre retard. Les raisons fondamentales de notre retard. Et ils vont jusqu'à dire, oui, vous passez votre temps à ressasser l'histoire. Et ça, c'est Sarkozy. Vous passez votre temps à ressasser l'histoire. Mais est-ce que vous connaissez le nombre de films, le nombre de documentaires, le nombre de livres, le nombre de documents de toutes sortes réalisés sur les 2 guerres mondiales, Première et Deuxième Guerre mondiale, réalisés sur l'Allemagne nazie, réalisés sur le nazisme, réalisés sur la Shoah. Et le nombre, c'est énorme. C'est très énorme. Énorme. Et chaque année, il y a combien il y a combien de manifestations mémorielles à Paris, en France? Combien de manifestations mémorielles à Paris, en France, pendant une année? Le nombre est énorme. Et il n'y a pas eu dans l'histoire un seul chef d'État qui ait aimé autant les fêtes mémorielles, les manifestations mémorielles que Nicolas Sarkozy. Il en a même inventé pour son pays. Mais nous, dès que nous nous mettons à vouloir parler de notre passé, non, on n'a pas le droit. Voilà ce qui nous retarde, parce que nous passons notre temps à parler de notre passé. Il y a combien de films réalisés sur nos malheurs? Il y a combien de films? Il y a combien de livres écrits? Il
y a combien de documentaires, il y a combien de documents divers sur ce que nous sommes, ce que nous avons été pendant 7 siècles. 7 siècles. 7 intrusions. Or, eux, leur malheur, c'est uniquement quelques années. Dans une durée insignifiante. Dans une durée insignifiante dans leur vie, dans la vie de leur pays. Insignifiante. Qui est quelques années de souffrance. Quelques années seulement, on a blessé leur dignité. On remet le monde et jusqu'à présent, on continue à remuer le monde pour les 2 guerres mondiales. Jusqu'à présent, on continue à remuer le monde. Mais nous n'avons pas le droit. Et il y a des intellectuels imbéciles, des intellectuels africains qui osent les soutenir, qui osent dire à nos compatriotes, ne cessez de parler du passé. Parlons de l'avenir. Mais cessez du passé. Alors, cet avenir, c'est quoi? C'est un avenir sans racines. Un avenir qui va être fabriqué par la France-Afrique. Fabriqué par la France-Afrique. Nous proposé par la France-Afrique. Pas proposé, imposé par la France-Afrique. Voilà. Voilà ce qu'ils veulent. Et ces intellectuels que vous prenez pour de grands intellectuels. Voilà ce qu'ils veulent. Il y en a qui sont contre le déboulonnage de la statue de Faidherbe qui a tué, qui a massacré, qui a fait qui a massacré des centaines et des centaines de Sénégalais. Voilà, vous qui nous suivez, nous sommes avec M. Mahili Gassama. Nous sommes... voilà, donc là, voilà, c'est bon. Voilà, c'est la connexion, voilà, oui, effectivement. Voilà. Alors, donc voilà, oui. Nous n'avons pas le droit de parler du passé. Non, on n'a pas le droit. Mais quelques années de souffrance de l'Europe, quelques années de souffrance seulement, n'est-ce pas, de l'Europe. Pendant ces quelques années, on a atteint à leur dignité. Jusqu'à présent, on en parle comme si c'était hier. Mais nous, 7 siècles de servitude, on n'a pas le droit d'en parler. Voilà. D'accord. Voilà. Et alors, nos intellectuels qui ne suivent que par Descartes, ils le disent. Oui, parler de ce passé-là, c'est se lamenter. Se lamenter, aller cogner sa tête contre le mur de lamentation. Voilà ce que ces intellectuels nous disent. Voilà. D'accord. Et la France, elle, continue à creuser son passé. Son passé. Pour que ce qui s'est passé ne se passe plus. Voilà. Nous, non. On n'a pas le droit. On n'a qu'à brûler l'avenir. On n'a qu'à voir ça. Et ça, c'est la France-Afrique. Et quand les intellectuels ne sont là que pour les médailles, pour les décorations, les distinctions de la France, n'est-ce pas, données par la France, par les institutions privées ou officielles de la France. Mais comment voulez-vous qu'on puisse s'en sortir? Voilà. D'accord, très bien. Alors, voilà le problème, et il y a beaucoup à faire. Et les jeunes de votre âge, ne croyez pas que les problèmes sont résolus. Ils sont loin de l'être. Ils sont loin de l'être. Ils sont loin de l'être. D'accord, très bien. Alors, 50 ans plus tard, quel est le pays africain qui, selon vous, a le mieux réussi son indépendance? Mais ça, c'est difficile à dire. C'est très difficile à dire parce que, bon, même s'il y a quelques réussites, mais qui sont récentes encore, il ne faut pas qu'on tombe dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. À un moment donné, je crois que c'est dans les années 80, hein, tout le monde parlait justement de la Côte d'Ivoire comme on est Eldorado. Hein, la Côte d'Ivoire qui a réussi, le boom ivoirien, etc., etc. Mais où est la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Non, moi je ne crois pas ces choses-là. En Afrique, ça ne va pas. Il vaut mieux que ça aille. Ce que je sais, c'est que dans des pays non francophones, d'ailleurs, les 10 pays les plus développés de l'Afrique, oui, tout à fait. Les plus développés de l'Afrique, ça circule partout d'ailleurs. Les 10 pays les plus développés de l'Afrique, il n'y a aucun pays francophone qui fasse partie de ça. Oui. Il n'y a pas un seul pays francophone qui fasse partie de ça. Tout à fait. Et puis il n'y a pas un seul pays, n'est-ce pas, qui n'est pas sa propre monnaie qui fasse partie de ça. Tous les pays qui se trouvent sur la liste, les 10 pays francophones, et c'est indiscutable, il faut dire les listes. Tu t'en rends compte toi-même, même si tu n'es pas économiste. Oui. C'est indiscutable. Tu verras qu'aucun de ces pays
aucun de ces pays, n'est-ce pas, n'appartient à la zone francophone. Aucun. Aucun de ces pays n'a la monnaie de quelqu'un. Et chaque pays a sa propre monnaie. Convertible ou pas convertible, mais elle a sa propre monnaie et se développe. Mais bon Dieu de bon sang, au nom de quoi nous allons nous accrocher, n'est-ce pas, au haillon du CFA à tout prix. Que si jamais que le CFA s'en va, on ne quitte. Ça, c'est l'attitude de l'esclave. Ouais. Ça, c'est l'attitude de l'esclave. Mais ça, c'est l'attitude de l'esclave. Voilà. D'accord, c'est dire que le colon n'a toujours pas... En fait, les pays que la France a colonisés sont toujours voilà, dans la même mise de la France, quoi. C'est-à-dire l'économie africaine, oui. L'économie de ces pays africains est détenue effectivement par la France. Voilà. Alors, et ce qui ne veut pas dire que nous ne demandons pas la France, mais au contraire, c'est ceux qui poussent la France à faire des conneries comme ça, à soutenir la France avec qui n'aiment pas la France. Non. Mais la faute à qui? À nos dirigeants. Qui a produit des grands penseurs comme Victor Hugo, comme Pascal, hein, comme Racine, comme Corneille, etc., comme encore Diderot. Mais ces pays, on ne peut pas le détester. On ne peut pas le détester. Mais ce sont ces vérités. Ce sont ces vérités qui vont toujours nous soumettre au joug de la France. Voilà. D'accord. La faute à qui? À nos dirigeants, n'est-ce pas? Pardon? La faute, c'est à nos dirigeants. Mais c'est la faute à qui? Aux politiciens, pas seulement aux dirigeants. Et vous savez que les dirigeants... Mais nous sommes dans un étau. On est dans un étau. Pour nous en sortir, ça va être difficile. Mais c'est-à-dire les dirigeants, tous ceux qui font de la politique en Afrique francophone, les dirigeants dépendent d'eux, on tête à maintenir le projet. Mais les gens de l'opposition aussi comptent sur eux pour être conjus dans ce fauteuil-là. Ils ne peuvent pas prendre des décisions. Mais quand il y a de grands problèmes comme ça, comme par exemple le déboulonnage du statut de fédéral, de la statue de fédéral, mais ils se taisent tous, que ce soit les gens de l'opposition aussi bien que les gens de la majorité. Cette fois-ci, il n'y a qu'une seule personne qui a élevé la voix. C'était l'ancien Premier ministre, Madame... comment il s'appelle encore c'est le Premier ministre de Macky. Aminata Touré. Madame Aminata Touré, oui. Oui, Aminata. Qui a une forte personnalité. Je crois qu'il ne rompt pas cette personnalité-là et qui, justement, était pour le déboulonnage de cette statue-là. C'est du bon sens, c'est bon dire bon sens. Et quand les gens vous disent, oui, mais pourquoi les gens l'ont fait? C'est notre histoire. Ah, c'est notre histoire. Mais la France, c'est l'histoire de la France. C'est pas l'histoire de Hitler. C'est pas l'histoire de Hitler. Tout à fait. Mais est-ce que tu as vu quelque part en France les statues de Hitler? Non. Ou de ses compagnons? Non. Vous avez vu ça? Non. Mais pourtant, Hitler et ses compagnons font partie de l'histoire de France. Tout à fait. Et que même comment dirais-je, même le président, l'ancien président, Coty, non, c'est du Coty. Pétain. Oui. Ils ont enlevé ces statues. D'accord. Parce que pour eux, il a dit la France. Mais alors, le général Pétain, qui a fait de grandes choses pour la France, mais ils ont enlevé ces statues pour des raisons de dignité. Alors nous allons garder des statues, des gens qui ont massacré nos populations par centaines, par milliers. On va les garder parce qu'ils ont construit un pont, ils ont construit une route. Or, le pont et la route, c'est pour transporter leurs marchandises. Voilà. Alors, donc, ce qui veut dire que... aveuglement des grands intellectuels, chez vous là-bas, en Europe et en Amérique, qui écrivent pour défendre le maintien de la statue de Faidherbe. De grands intellectuels africains. Voilà. D'accord, ce qui veut dire que vous, actuellement, en fait, vous êtes d'accord aussi que toutes les rues qui portent les noms de ces colons-là soient rebaptisées par on les enlève. C'est pas des enfants de ce pays. Très bien. Il y a gloire, cette gloire-là, ils ont donné ça à la France. Ils n'ont qu'à
mettre le riz là-bas, en France, c'est pas ici. C'est pas ici, très bien. Alors, selon vous, comment l'Afrique... C'est pas nous qui avons nommé ces rues-là, comme encore Albert Sarraut et autres. C'est pas nous qui l'avons fait, c'est eux, c'est les vainqueurs qui l'ont fait. Les vainqueurs s'en vont et les vainqueurs continuent à garder les images des vainqueurs. Des vainqueurs. Non, écoutez, soyons sérieux, soyons sérieux. Vous m'excusez de m'énerver parce que je n'aime pas beaucoup parler de cette histoire. D'accord, très bien, parfait. Selon vous, comment l'Afrique peut-elle réussir à prendre son destin en main? Vous m'avez posé des questions très énervantes. Ça m'énerve, ça m'énerve. Voilà. D'accord. Et selon vous, comment l'Afrique peut-elle réussir? Vous savez, les jeunes qui nous écoutent, ils n'ont qu'à penser à une chose, parce qu'ils sont très informés. Ils sont plus informés que nous à leur âge. Oui. Ils sont très informés. Mais demain, ils n'ont qu'à penser à une chose. Est-ce que tout ce que nous sommes en train de faire comme ça, les rues avec des noms des Toubabs qui nous ont colonisés, qui étaient là comme colons, des rues, des boulevards, ainsi de suite, hein? Des statues, on trouve partout, de ces anciens colons-là. Mais est-ce qu'ils ont vu ça quelque part dans le monde? Est-ce qu'il y a un pays dans le monde, en dehors de l'Afrique, francophone? Est-ce qu'ils ont vu dans un pays quelconque un phénomène comme ça? Mais jamais. Jamais. Ils n'ont jamais vu un phénomène comme ça. Est-ce qu'ils ont vu quelque part dans le monde une monnaie qui circule dans ce pays et qui est fabriquée par un autre pays, mais la monnaie ne circule pas dans ce pays, dans le pays de celui-là? Et le change n'est pas possible, il n'y a que le change clandestin. Avec la monnaie du puissant, il y a notre monnaie. Il fabrique notre monnaie. On ne peut pas échanger notre monnaie contre sa monnaie. Mais la parité, il n'y a que la parité. Mais on ne peut pas échanger. Le change ne peut se... Mais écoutez, quand tu as 10 000 francs français aujourd'hui, tu descends à l'aéroport de Paris, tu vas échanger où ça, les 10 000 francs? Où? Pour prendre le taxi. Tu peux changer nulle part. Nulle part. Effectivement. Et ce sont eux qui fabriquent notre monnaie. Et ils ne veulent pas se dessaisir de notre monnaie. Et nous continuons à vouloir... Mais je voudrais demander aux jeunes, est-ce que vraiment vous avez vu ça dans un pays quelconque, dans le monde? Je ne parle pas du monde africain. Je ne parle pas du continent africain. Je ne parle pas du continent européen. Je parle de tous les continents, tous les 5 continents. Est-ce qu'ils ont vu ça quelque part? Et ou bien entendu parler quelque part que dans tel pays, la monnaie, c'est la monnaie de telle personne et qui dirige le pays. Mais et la monnaie, c'est quand même la forte personnalité du pays. C'est important. C'est important. Sur tout le plan, ils disent non, c'est pas important. Et nos intellectuels nous disent c'est pas important. La monnaie, c'est pas important. C'est prendre des risques, c'est prendre des marchés. Mais l'esclave est toujours comme ça quand il est libéré. Il a toujours peur. Parce qu'il dit c'est prendre des risques. Et l'esclave n'aime plus prendre de risques à cause de tout ce qui est arrivé. Voilà. Nous ne voulons pas prendre de risques. Ah, ça, c'est l'aventure. C'est l'aventure. Oui. Effectivement. Avoir, par exemple, la liberté collective. Nous sommes vraiment libres. C'est une aventure. Parce qu'il y a les aides du pays. Et ça, la France, comment on va faire? Comment on va faire? Les autres pays, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont compté sur un pays? Sur quel pays? Les autres pays d'Asie. Le Vietnam était sous le joug de la France, mais aujourd'hui, toujours sous le joug de la France, les autres pays d'Asie, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'Océanie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Même les pays arabes, c'est des bruits maintenant. C'est nous qui sommes toujours là. Oui, non, mais écoutez, c'est prendre des risques, c'est de ceci, c'est cela. Hein? Il ne faut pas. C'est l'aventure. Alors, le cartésianisme, ils se mettent à parler de faire des cartes. Et la raison de Machiavel. Et cette raison dont ils sont bien servis pour nous faire servir. Voilà. Parce que tout est au nom de la raison. Ces gens-là, c'est des sauvages. Il faut faire ceci et cela pour eux. Il faut avoir pitié d'eux. Il faut les prendre comme des bêtes de machin. Et puis essayer de les éduquer. Voilà. Et selon vous, comment l'Afrique peut-elle réussir à prendre son destin en main? Pardon? Selon vous, comment l'Afrique peut-elle réussir à prendre son destin en main?
Mais il faut des présidents. Nous avons des jeunes aujourd'hui qui sont dans l'opposition, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Mali, un peu partout. Ces gens-là, quand ils seront au pouvoir, les choses vont changer. Hein? C'est moi qui vous le dis. Par exemple, parce que ce n'est pas des plaisantins. Il y en a qui ne sont pas des plaisantins. Par exemple, qui au Sénégal? Mais tout nous dit, dans ce qu'ils font, tout nous dit que ces gens-là, il ne faut pas reculer. Si vous parlez, si vous nous parlez de ces jeunes, par exemple, vous faites allusion à qui, par exemple, parmi ces jeunes? Non, je ne donne pas de nom parce que c'est de faire de la publicité. Mais tout le monde sait ce que je veux dire. Oui. Voilà. Tout le monde sait ce que je veux dire. Je ne veux faire la publicité de personne. D'accord. Vous pensez qu'ils gouvernent aujourd'hui, ou qui cherchent le pouvoir, ils doivent le savoir. Il faut être avec l'Afrique. Il faut être du côté de l'Afrique. Si vous n'êtes pas du côté de l'Afrique, l'avenir ne vous appartient pas. C'est moi qui vous le dis. Et ces intellectuels qui sont là, en train de harceler les gens, en train de faire n'importe quoi sur les plateaux de télévision et autres, il faut faire attention. Tout ça, ça va passer. Ils auront honte un jour. Et ils seront traînés dans la boue, dans l'histoire. Ça c'est clair. Parce que les choses vont changer. Ça ne peut pas durer. Cette absence totale de liberté, parce qu'il n'y a pas de liberté. Tout qui le dit, on le sait. On le sait. Et ce n'est pas dans l'intérêt de la France non plus. Je ne sais pas comment les gens s'enquêtent là-bas. Oui, Nicolas Sarkozy, dans son dernier livre, le président Sarkozy, vous avez entendu ce qu'il a dit? Vous avez lu? Oui. Ah oui, vous avez lu que nous sommes en train de ressasser l'histoire, hein? Que nous avons dit qu'il y a comment dirais-je, un âge d'or, et qu'il n'y a pas d'âge d'or. Il n'y a jamais eu d'âge d'or en Afrique, et que l'âge d'or n'existera jamais. Mais voilà quelqu'un qui n'a aucune culture, et qui dit des choses comme ça. Et qui piétine, comme je l'ai dit dans mon article, qui piétine des pans entiers, n'est-ce pas, dans l'histoire des relations humaines. Il ne connaît pas. Il connaît bien de tout ça. Les relations humaines à travers le monde, à travers les temps, et à travers le monde, les relations humaines. Il ne connaît pas. Il a dit tout piétiné. Il ne sait pas. Nous ne savons rien. De toute façon, ce qu'il a dit à Dakar, il le maintient. Hein, le fond, peut-être c'est la forme, parti par. Le fond, c'est vrai. Hein, les Africains, parti par. Mais ça, et puis, il dit tout ça sans jamais parler de la France-Afrique. Et quand Nicolas Sarkozy insulte les gens, je vous demande de lire son ouvrage, son dernier ouvrage. Il faut lire, les jeunes. Il faut lire. Chiranda Diop l'a dit. C'est avec la science que nous allons nous en sortir. Il faut lire. Alors, il vient de sortir son ouvrage qu'il faut lire. Parce que ça s'adresse à nous. Et dans cet ouvrage, il l'a dit. Il s'adresse, il dit que tous les reproches qu'il nous a fait dans l'ouvrage. Qui Nicolas Sarkozy, c'est ça? Il s'adresse à qui? Tu sais, regardez bien le style de Nicolas Sarkozy. Il crie, il insulte, il traîne les gens dans la boue. Mais il traîne qui dans la boue? Ça, vous ne me posez pas cette question. Ce n'est pas les chefs d'État africains. Non, il ne s'adresse pas à eux. Ce n'est pas ceux qui sont en train de vilipender notre économie. Non, il ne s'adresse pas à eux. Ce n'est pas la France-Afrique, avec toute sa force de nuisibilité. Non, il ne s'adresse pas à la France-Afrique. Tout ce que ses prédécesseurs ont fait contre l'Afrique, à travers la France-Afrique, non, il n'en parle pas. Mais il s'adresse à qui? Il s'adresse tout simplement à ceux qui s'agitent et qui veulent défendre l'Afrique. Or, ces gens-là ne sont pas au pouvoir. Ils ne sont même pas à des postes de direction. C'est à eux qu'ils s'adressent. Donc, tout ce bruit-là, il n'a pas d'interlocuteur. Or, c'est au chef d'État qui doit s'adresser. Si ça ne va pas en Afrique, c'est à cause de nos chefs d'État qui ça ne va pas. Mais il ne s'adresse pas à eux, il n'ose pas. Il s'agite. En fait, en insultant les intellectuels qui défendent l'Afrique, en insultant les hommes politiques qui défendent l'Afrique, en les insultant, il pourra faire plaisir à nos politiciens. Donc, en fait, il a des interlocuteurs qui ne seront jamais devant lui. Au fond, son attitude qui semble être une attitude courageuse. Lui, il est là, il dit la vérité. Mais ce n'est pas vrai. Quelle attitude courageuse? Il ne dit la vérité à personne. Il dit à des gens anonymes. Il
il s'adresse à des gens anonymes. Alors, vous savez, son procédé, c'est à la Don Quichotte. C'est vraiment Don Quichotte. Voilà. D'accord, très bien. Alors, parlons de l'actualité africaine. Donc, restons toujours en Afrique. Alors, la romancière ivoirienne... Alors, je crois qu'on n'a pas été... On est un peu long, hein. Il est déjà... Oui, on est à 1h14 d'émission. Ça va bientôt se terminer, bien sûr, parce qu'il nous reste juste quelques questions. Voilà. Alors, la romancière ivoirienne Véronique Tedjo... On a fatigué les gens. Oui. On a fatigué en tout cas. Alors, donc, il nous reste juste deux petites questions. Donc, la romancière ivoirienne Véronique Tedjo et un groupe d'intellectuels africains dont vous faites partie avait initié un concours littéraire intitulé Penser la Côte d'Ivoire en 2020. Qu'est-ce qui motive cette implication, en fait? Une telle implication? Oui, c'est-à-dire une de nos collègues, Véronique Tedjo, écrivaine ivoirienne, une très bonne écrivaine ivoirienne, romancière, qui a fait pas mal de choses. Hein? Pas mal de choses. Alors, c'est elle qui a eu cette idée-là, l'idée de faire un concours, pour que, afin que, dans quelles conditions, n'est-ce pas, il peut y avoir la paix en Côte d'Ivoire cette fois-ci, pour apaiser en quelque sorte le climat politique. Parce que ça ne va pas. Et il a raison avec ce qui se passe là. Donc il a fait ce concours-là et je crois que ça a été une très bonne chose. Moi, il m'a sollicité. Bien que je ne sois pas ivoirien. J'ai accepté. Donc les textes sont sortis, mais qui sont très très bien. Les textes sont très bien, les 4 textes. Donc ils ont publié dans un ouvrage. Et comme ils m'ont poussé à donner une interview que j'avais refusée d'abord, finalement j'ai donné l'interview à Sud Quotidien au Sénégal. Et cette interview-là aussi, ils l'ont introduite dans l'ouvrage. D'accord. Bon, parce que ça leur paraît important, je ne sais pas. Donc, ils l'ont introduit dans l'ouvrage, et cet ouvrage existe. D'accord. Il y a quelqu'un qui m'apporte d'ailleurs demain des exemplaires, parce que depuis l'apparition de l'ouvrage, je ne l'ai pas encore vu. Voilà. Pas encore. Alors, donc, ça a très bien marché, il y a eu une très belle cérémonie, et puis il y a eu, comment dirais-je, un apport quand même de la presse, de la presse ivoirienne, qui a été très dynamique et même internationale, qui en a beaucoup parlé. Voilà. Alors je crois qu'il y a quand même sensibilisation et puis les poèmes. Il y a un grand poème, le premier prix, il était un poème et ça nous a surpris parce que chacun de nous, en voyant le poème des membres du jury, chacun de nous a écarté ce poème-là d'abord. Il s'est mis à lire, parce que moi-même j'ai écarté le poème, je ne suis pas allé tout de suite. Il me dit, bon, comment il peut me donner une solution à travers un poème. Donc je n'ai lu que les textes en prose, comme les autres. Et puis après, je me suis dit, oui, il faut que je revienne à ce poème-là. Je me mets à lire le poème. Mon Dieu, quelle facture! Quelle facture! Un poème absolument extraordinaire. C'est comme ça que j'ai dit, non, il n'y a même pas, il est premier. Alors, les autres aussi ont fait la même chose, et c'est ce qui leur est arrivé. Voilà, donc, le premier prix a été décerné à un poète, mais un très beau poème, vraiment, c'est un plaisir que de lire ça. Quand il parle de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, il parle de la paix. De la paix. De la paix en Côte d'Ivoire. Surtout quand il montre en quoi la Côte d'Ivoire doit avoir la paix. La paix. Surtout. Parce que cette beauté de la Côte d'Ivoire, c'est un pays très beau, vous savez, très très beau. Cette beauté de la Côte d'Ivoire, même la géographie y participe. Et comment? De la belle manière, pas seulement les hommes et les femmes, mais la géographie elle-même participe à cette grande beauté-là. Cette magnifique beauté de la Côte d'Ivoire, c'est magnifique. J'ai été là-bas personnellement. Mais Abidjan est une des plus belles capitales de l'Afrique. Hein. Mais par contre, ces derniers temps, il y a des manifestations là-bas suite à la sortie du président de la République qui annonce... Oui, mais malheureusement, je crois que s'il n'y avait pas eu ce décès-là du Premier ministre, peut-être, hein, je crois qu'il y aurait... les prochaines élections seraient déroulées dans une atmosphère plus paisible. Pourquoi? Parce que vous pensez qu'il allait céder le pouvoir.
cette sortie, avec cette disparition du Premier ministre, et avec aussi l'arrivée de Alassane Ouattara, qui veut avoir son 3e mandat, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes. Alors on risque de se retrouver encore dans une situation extrêmement difficile. Et même meurtrière. Alors, problème. Alors, ça... Et pourquoi vous pensez que s'il n'y avait pas le décès du Premier ministre, oui. L'action de Véronique Tadio n'a pas été inutile. Oui. Parce que j'ai vu les commentaires, oui. J'ai écouté les Ivoiriens. J'ai entendu parler des Ivoiriens, j'ai beaucoup d'amis Ivoiriens parmi les intellectuels. Ils m'ont tous parlé. Je sais que ça a quand même eu un impact. Mais avec cette déclaration du président de Ouattara, et je crois que cet impact-là, je crois que c'est autre chose. Et pourquoi vous pensez que s'il n'y avait pas eu le décès du Premier ministre, il y allait avoir des élections présidentielles apaisées en Côte d'Ivoire? Oui, c'est possible. Si la partie, si le pouvoir le désire, s'il fait les choses normalement, c'est possible qu'il y ait des élections vraiment paisibles. Parce que cet homme, personne ne lui en veut encore, il a été tout simplement Premier ministre. Il a été Premier ministre, donc s'il se présente, ce n'est pas Ouattara qui se présente, c'est lui qui se présente. Il n'était pas dans ces grandes querelles qui ont déchiré la Côte d'Ivoire. D'accord, vous pensez que s'il n'était pas décédé, c'est Ouattara à lui dire... Là, nous allons avoir des acteurs, et ces acteurs-là, ils sont ceux qui Ouattara se présente. Ce sont ces acteurs qui ont allumé le feu en Côte d'Ivoire. Et ce sont eux qui reviennent. Voilà. D'accord, très bien. Donc, c'est dire que, voilà, donc s'il n'était pas décédé, certainement Ouattara, c'est lui qui allait succéder à Ouattara à la présidentielle, c'est ça? Non, oui, c'est lui qui allait se présenter. Ouattara l'avait dit. C'est lui qui allait se présenter. Et ça, je crois qu'il était sincère. D'accord. Et il serait présenté. D'accord, très bien. Je crois que ça aurait été le moindre mal. Et je pense que si cela s'était... malheureusement, bon, il est décédé. Mais vous pensez que c'est une raison pour Ouattara d'imposer ou bien de se présenter pour une 3e fois? C'est lui qui connaît les raisons. D'accord. C'est lui qui connaît les raisons. Il a voulu présenter quelqu'un qu'il connaît bien, qui le connaît bien. Et celui-là est décédé. Et il avait dit avant qu'il faut laisser la place à la jeunesse. Maintenant, mais quand même, la jeunesse n'est pas composée uniquement du Premier ministre. Même s'il est jeune, mais il n'est pas le seul jeune de la Côte d'Ivoire. Alors, et ça, il dit qu'il va se présenter. C'est lui qui sait pourquoi il va se présenter, qu'est-ce qu'il va sauver, qu'est-ce qu'il va gagner, je ne sais pas. D'accord. Alors, qui ne se présente pas, il a vu des risques. D'accord, très bien. Alors, sans zone de destination, nous allons... Je ne sais pas, moi, je sais rien. Je n'étais pas là-bas, rien du tout. Je laisse la place aux jeunes. D'ailleurs, un jeune qui sera candidat de mon parti, ce jeune du candidat de son parti est mort, mais tous les jeunes du Côte d'Ivoire ne sont pas morts. Maintenant que le jeune est mort, je vais me présenter. Donc, ce n'est pas la jeunesse. Il n'a pas laissé la place à la jeunesse, il a laissé la place à quelqu'un. C'est ça qui doit cesser normalement, parce que nos présidents africains sont en train... Et pourquoi maintenant que ce quelqu'un n'existe pas, il veut être président? Bon, écoutez, moi vraiment, je n'en sais rien du tout. Chacun de nous n'a qu'à réfléchir. C'est tout le mal de l'Afrique, moi, M. Mahili Gassama, quand on voit des présidents... Nous sommes ridicules. Non, moi je crois qu'ils sont plutôt ridicules. Parce que ce qu'ils ne savent pas, c'est que le monde entier en rit. Oui, le monde entier en rit. Parce que c'est inimaginable. C'est inimaginable ce qu'ils sont en train de faire. Lassana Conté, d'ailleurs, Alpha Condé, c'est ça qu'on allait dire. Ça nous permet de partir là-bas directement. À 82 ans. Ouais, parce que je voulais changer de destination pour partir en Guinée, voilà. Donc, moi, là où j'ai 70 ans et quelques. Mais je ne peux pas être président de la République d'un pays, je ne peux pas. Je n'ai pas la force. Oui. Il y a trop de choses là-dedans. Je ne peux pas. Mais comment ces gens-là, depuis 30 ans, depuis, je ne sais pas, Alpha Condé a combien de mandats? 2 mandats. Ils vont au 3e. Et pourtant, les autres, n'en parlons pas. Il semble que vous avez des relations particulières avec Alpha Condé à l'époque, avant qu'il ne soit président. Pardon?
Vous aviez des relations particulières avec... Non, non, pas de relations particulières. Moi, Alpha Condé, je l'ai connu comme ça. Il est venu chez moi parce qu'il était pourchassé par le pouvoir de l'époque. Au Sénégal. On voulait le tuer. Voilà. Donc, il est venu se réfugier chez moi. Il a demandé l'asile politique. À Dakar. Conformément aux dispositions, n'est-ce pas, de certains règlements de Genève et autres, je peux lui accorder l'asile politique. Je ne suis pas obligé, mais je dois lui accorder l'asile politique. Je lui ai accordé l'asile politique. Alors, donc, c'est comme ça qu'il était resté enfermé chez moi pendant 45 jours. Combien de jours? Pendant 45 jours, mon ambassade a été encerclée par les militaires. En Guinée? Voilà, en Guinée. En Guinée, d'accord. Lorsque vous étiez ambassadeur à l'époque. La principale maison qui se trouvait en face, à étage, qui se trouvait en face de mon R+1, en face de la porte du bâtiment de ma maison, de la résidence. Hein? Ils ont installé là-bas des canons avec des officiers. Et il y a toujours un officier derrière le canon. C'était 24 sur 24, il sera place. C'était lorsque vous étiez ambassadeur du Sénégal. Était fermée. Il y a aussi les rues qui amènent chez moi, aucun véhicule ne peut passer. Les piétons, oui, on peut demander ce que tu as, etc. Mais les véhicules ne passent pas. Alors, ainsi de suite, donc, nous sommes restés pendant 45 jours dans cette situation-là. 45 jours. Le problème se résolve, voilà. 45 jours, c'est ça? 45 jours, mais ça ne veut pas dire qu'Alpha est ton ami, évidemment, c'est un ami de moi. Moi, je le connais. Je n'ai fait que mon devoir. Je n'ai fait que mon devoir, ce n'est pas un ami. Et si c'était aujourd'hui, allez-vous le faire avec tout ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, ce qu'il est en train de faire aussi? Peut-être que j'aurais hésité. Hein. J'avoue que, peut-être sincèrement, j'aurais hésité. Parce que j'ai horreur de voir des jeunes tomber. Voilà. Or, quand on l'a pourchassé, il y a au moins 2 personnes qui sont mortes ce jour-là, je crois. Si mon souvenir non trompe. Il y a au moins 2. En tout cas, il y a une personne qui était à côté de lui et qui lui ressemblait un peu, qui est tombée. Et c'est en ce moment-là qu'on a dit qu'Alpha est mort. Alors donc, il a disparu et les gens ont cru effectivement qu'il était mort. Et c'est en ce moment-là qu'il a été conduit chez moi par des vétérans, des vieillards de son ethnie, les Malinqués. Il y a des vieux Malinqués qui l'ont amené chez moi et qui sont venus demander l'asile politique. Voilà, et j'ai accordé. D'accord, c'est comme ça que vous lui avez accordé l'asile politique. Voilà, c'est ça. Très bien. Ce n'est pas une question d'amitié. Lui, par contre, je connaissais quelqu'un de son parti. Et c'est, comment dirais-je, voilà, mon Dieu, il est décédé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, il était ministre de la culture, mon Dieu, voilà. Il paraît quand on vieillit, la chose qu'on oublie le plus souvent d'abord, en premier lieu, c'est les noms. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, ce ministre-là était un ami, venez me voir, c'est un grand homme de théâtre, hein, un grand comédien, et aussi un dramaturge. Donc, il venait me voir, on parlait du théâtre, parce que moi, je suis un passionné du théâtre, donc on parlait du théâtre, etc. Et puis, il me parlait de son parti, avec Alpha Condé. Mais ce n'est pas lui qui m'a poussé à le faire. Hein. Je l'ai fait pour des raisons personnelles. Pour des raisons personnelles. Il y a une vie à sauver, il faut que je la sauve. C'est tout. Voilà. Tout à fait. D'accord, très bien, parfait. Alors, c'est très dur pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, pour ma femme, mais aussi pour mes collaborateurs. De vos collaborateurs. Aussi pour mes collaborateurs. D'accord. Très dur. Parce que 45 jours, ils ne dorment pas bien chez eux. Hein? Pas du tout. Pas du tout. Il était seul ou bien avec toute sa famille? Ils allaient envahir leur maison pour les brûler, et ainsi de suite. Alors quand on fait ça pendant 45 jours, tu imagines ce que ça fait? Tous les jours, il y a une histoire comme ça, une nouvelle qui se répand comme ça, surtout que Conakry est une ville cancanière comme Dakar et Paris. C'est les trois principales villes cancanières du monde. D'accord, très bien. Parfait. Alors, voilà, nous allons revenir à la toute dernière question, ou bien avant-dernière question, bien sûr. Et aussi avec, nous avons appris que vous avez aussi des relations avec Omar Bongo. Est-ce le cas? Oh non. C'est-à-dire,
C'est très compliqué ça. C'est très compliqué. C'est-à-dire, quand j'étais directeur général de la culture à Paris, oui. Le secrétaire général de l'agence de coopération culturelle et technique était un Gabonais. Oui. Bon, ce Gabonais-là, finalement, les gens ne voulaient plus le voir à ce poste-là. Donc, que ce soit la France, le Québec, le Canada fédéral, etc., les pays africains, certains pays africains, ils ne voulaient plus le voir à ce poste-là parce que c'était très difficile avec ses directeurs généraux. Oui, alors c'est à cette occasion que moi j'ai connu le président, parce qu'il m'a appelé pour me demander des conseils, je lui en ai donné. Bon, parce qu'ils ont raison, le Gabon a raison de penser que ça déshonore un peu le Gabon. Bon, qu'on enlève comme ça brutalement quelqu'un, un Gabonais, hein, et qu'il soit remplacé par quelqu'un d'autre de notre pays. De notre pays. Alors, tu sais, ça fait mal ça. Donc il fallait faire en sorte qu'on maintienne le gars. On a tout fait pour maintenir le gars, on n'a pas réussi. Ça, vraiment, les gens ne voulaient pas. Mais quand tu lui dis ça, il ne croira pas. Hein? Que nous avons tout fait pour qu'il soit maintenu. Mais on a tout fait pour qu'il soit maintenu. Le président Abdou Diop, d'ailleurs, est témoin de ça. Mais impossible. Même le président Abdou Diop a essayé de le sauver, mais il n'a pas réussi, on n'a pas réussi. Donc il fallait maintenant agir de manière qu'il soit remplacé par un autre Gabonais. Ce qui ne se voit pas, on n'a jamais vu ça. Tu comprends? Oui. Donc il fallait agir de manière qu'il soit remplacé par un autre Gabonais. Donc il fallait faire ce lobbying. Alors moi, j'ai un rôle quand même, hein, parce que je m'entendais très bien avec les Américains. Les Américains. C'est-à-dire les Canadiens, qui soient Canada, le Québec, le Canada fédéral, le Québec, le Nouveau-Brunswick. On s'entendait très bien. Et la Belgique. Oui, j'avais énormément d'amis aussi dans le gouvernement belge. D'accord. Vraiment, j'avais de grands amis là-bas. D'accord. Ministère des Affaires étrangères et autres. Donc, il n'y avait pas une relation aussi intime. Là, on a fait ça pour que vraiment, comme ils ne veulent plus de celui-là, mais au moins qu'un Gabonais soit remplacé par un Gabonais qui termine son mandat. Ce qui termine, enfin, pas terminer son mandat parce que, au secrétaire général, il faut faire 2 mandats. Mais lui, il n'a fait qu'un seul mandat, donc on dit, mais qu'on laisse le Gabon quand même la chance de faire un deuxième mandat. C'est pas facile parce qu'il y a pas d'arguments là-dedans, hein, ouais. à défendre la cause. Alors, donc, on a fini par réussir, hein. C'est comme ça que Bongo m'a connu, et m'a aimé. Et il a donc dit une fois, devant des gens, quelqu'un qui est venu, j'étais allé avec Boutros Ghali. Boutros Ghali, on est allé voir Bongo. Boutros Ghali était à la francophonie, je crois. Oui. Alors, on vient, on lui serre la main, il a voulu me présenter. Non, ne me présente pas, Marie. Lui, je le connais très bien. Il nous a rendu un service énorme ici. Énorme. Voilà, il a sauvé notre dignité, etc. Voilà. Mais c'est pas. Et puis lui-même a confié à quelqu'un. Il m'estime d'autant plus que il avait un ami qui lui était très cher. Et qui, juste avant son arrivée au pouvoir, est décédé. Et cet ami, paraît-il, me ressemblait beaucoup. Ah, d'accord. Je ressemblais beaucoup à cet ami. Ok. Alors, des choses comme ça. Voilà. D'accord, très bien, parfait. Alors là. Mais comme je l'ai dit la dernière fois, vous vous pouvez vous renseigner. Il y a des témoins comme son directeur général, qui était son directeur de cabinet de l'époque, Jean Ping, qui leur demande il n'y a jamais eu des problèmes d'argent entre les mois. Jamais, au grand jamais. Ça, je le répète encore, parce que d'abord, c'est pas mon style. Ça ne fait pas partie de mon style. Voilà, je n'ai jamais accepté ça. Jamais au grand jamais. Jamais au et plus ça, grand jamais. aujourd'hui pour le témoigner. D'accord, très bien. Et là, il vit encore. Et puis d'autres aussi. Hein. Voilà. D'accord. Alors, bon, à l'époque, quand on dit qu'on est ami de Bongo, ça veut dire qu'on est milliardaire. Oui, tout à fait. C'est bien de... Oui, mais vous savez, mon cher ami,
hein, vos amis, nos petits-enfants qui nous écoutent. Vous savez, dans la vie, je vous jure, il n'y a rien de tel que la dignité. La dignité. Rien de la dignité. La dignité personnelle et la dignité de ton pays. Et il n'y a rien de tel. Je te dis que quand on a cette propreté, mais les gens n'ont qu'à raconter ce qu'ils veulent. Mais c'est que tu dors profondément, sans le moindre problème. Tu dors profondément, tu as l'esprit tranquille. Voilà. Tu as l'esprit tranquille, c'est pas la peine de se créer des problèmes inutilement. C'est pas la peine de se créer des problèmes. C'est des choses qui ne sont pas à l'intérieur de nous, qui nous appartient réellement, et on en fait ce qu'on peut. C'est son intelligence, son savoir, son intelligence, ça, c'est notre chose. On l'a en main. Mais tout ce qui est à l'extérieur, il faut le manipuler avec prudence. Ça ne t'appartient pas. Même l'habit que tu portes actuellement, ne dis pas que ça m'appartient. Mais quelque chose peut arriver d'ici demain matin. Ça peut être brûlé. On peut mettre de l'acide là-dessus. Il ne faut plus le porter. Ainsi de suite. Il peut y avoir quelque chose que tu n'as pas imaginé ou que tu ne t'attendais pas. La fortune, si c'est la fortune, c'est l'argent. Mais ça peut partir en flamme. C'est que tu le saches. Tout à fait. Tu ne sais pas comment ça s'est parti. Tu entres dans une action. Oui. L'action se détériore. Affirmatif. Ça ne marche pas. Oui. Tu perds tout. Oui. Il faut l'activiser. Il faut l'activiser. Oui. Mais il faut lutter quand même. Quand même, il faut lutter pour avoir quelque chose. Avoir son indépendance financière. Avoir une certaine autonomie. Mais autrement, sans une certaine indépendance, sans une certaine autonomie, mais tu ne peux pas être un homme libre. Tu ne peux pas être un homme libre. Tu ne peux pas. Donc, il faut aussi avoir les moyens de ta vie. C'est ce qui peut te permettre de vivre vraiment sans aller tendre la main par-ci par-là. Mais tu vis honnêtement, bien. Il ne faut pas jouer au malheureux comme font certains révolutionnaires et autres là. Je suis contre. Vous ne pouvez pas être en haillon et dire que vous allez rendre le peuple heureux. Voilà. Très bien. Si tu dois vous rendre heureux, tu veux te voir toi-même heureux. Ici, en ce moment, ce n'est possible. Voilà. Très bien. En tout cas, un très bon message. En tout cas, je pense que le message est bien passé. Donc, il faut avoir la dignité. Il faut croire en soi. Il faut se battre. Ce sont les termes avec lesquels on va se quitter aujourd'hui avec M. Mahili Gassama, qui a été notre invité d'aujourd'hui. Tout le plaisir est tout pour nous de vous recevoir à travers ou bien parmi nos invités. Donc, à travers notre émission, l'histoire de nos légendes. Donc, M. Mahili Gassama, votre dernier mot de la fin. Alors, ce que j'ai à dire à tous ces jeunes-là, que Dieu les garde, que Dieu les assiste, que si tous ceux qui ont de la volonté, que Dieu leur permette de fructifier cette volonté-là, de la mettre à l'épreuve et de réussir brillamment leur vie. Voilà ce que je leur souhaite. Amen. Au nom du prophète. Amen. Sallallahu alayhi wa Au nom sallam. du corps. Amen. Et au nom de la Kaaba. Amen. Au nom de tous les dieux saints Amen. des religions révélées. Amen. Je leur souhaite cela. Amen. De faire un bon chemin. Amen. Professionnel, social, Amen. spirituel. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, nous aussi, on vous souhaite d'avoir une très très longue vie dans la santé, vraiment. Merci beaucoup. Alors, Merci ça a beaucoup. été Merci un beaucoup. très grand plaisir, Merci. franchement, d'avoir répondu Merci. voilà, à cette invitation. Vraiment, nous ne cesserons de vous Merci en beaucoup. remercier infiniment parce que quand même, vous avez pris voilà, votre temps et vous nous l'avez accordé uniquement pour nous partager avec nous ces moments que vous avez vécus dans votre vie et aussi nous parler de l'Afrique en général. Ça a été vraiment un très grand plaisir, franchement, et l'histoire retiendra. Alors, en tout cas, nous vous remercions, merci beaucoup. Et nous vous souhaitons de passer une agréable fin de soirée, M. Mahili Gassama. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci. Merci beaucoup.
Voilà, chers amis internautes, vous qui nous suivez, donc comme vous le savez, on recevait aujourd'hui M. Mahili Gassama comme invité. Voilà, M. Mahili Gassama, il était tout simplement le ministre de la Culture du Sénégal 1986 à 1989. Donc aujourd'hui, il était notre invité de l'émission L'Histoire de nos légendes. On était en train de parler tout simplement de ses réalisations, mais aussi des questions qui concernent l'Afrique en général. Alors, très chers internautes, comme vous le savez, ça va se passer toujours comme ça. Donc, très prochainement, nous allons aussi recevoir un autre invité, bien sûr, qu'on va essayer de dévoiler certainement dans la semaine. Voilà, pour parler d'autres questions ou bien pour parler de leur parcours. Donc, la fois passée, on avait invité M. Bafoué Kalo, mais malheureusement, avec les soucis de connexion, on n'a pas pu quand même terminer l'émission, mais retenez que nous sommes en train de faire le tout pour essayer de trouver une date pour caler une autre émission avec lui. Alors, et aussi il y a d'autres invités bien sûr avec qui nous sommes en train de... On essaie d'entrer en contact pour quand même les inviter à travers notre émission L'Histoire de nos légendes. Ce sont tout simplement tous des fils de Marsassoum. Voilà, il n'y a pas que... si c'est tout le monde qui est concerné par rapport à cette émission. Nous sommes en train quand même de chercher des rendez-vous, bien des contacts avec toutes les personnes qu'on peut inviter. Voilà, à travers notre émission pour nous parler de leur parcours, bien sûr, et partager ces moments qu'ils ont vécu dans leur vie avec la jeunesse actuelle. Alors, sur ce, je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Merci beaucoup et bonne fin de soirée à tout le monde. Excellente fin de nuit. Au revoir. Soyons plus responsables, que ça joue son rôle. L'allure que prend ce virus, me grave. Attention, dodo de gagaleme, n'añu toog suñu kër yi, nga si nous sol kono, ou la glace inde sintana bukas. Let's stay home, restons chez nous. Coronavirus, c'est pas des blagues, c'est du sérieux. Nañu bàyyi dancaloo bi, bàyyi joxante loxo bi, respecter distance yi, mooy consigne fexe loxo yi di seet on time, ñu di sooleeg sa xeeti conti ye, bu ñu ñendoo, def ko ci mouchoir sànni ci mbalit mi. Yodo de gagaleme, nañu toog suñu kër yi, nga si nous sol kono, nu la gas inde sintana bukasa. Let's stay home, restons chez nous. Covid-19, c'est pas des blagues, c'est du sérieux. Li tere jàkk yeeg église yi ñaan, tere avion yu bateau yi di dem, kenn jàngatul ci réew mi, lii ku ko sañ. Xamul buur ak baadoola, xamul ku ñuul ak ku weex ki, su la dalee, ku dul yàlla du doon sa docteur. Corona